Hey, bon matin tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle émission. Ça va être sur le 11 septembre. Donc, il y a déjà beaucoup de vidéos qui ont été faites à ce sujet, mais j'ai trouvé des affaires vraiment intéressantes que j'avais jamais vues dans toutes les années. Tu sais, ça fait 20 ans, le 11 septembre. C'est assez fou quand même. On a tendance à penser qu'on a tout vu, mais comme on a vu dans les émissions pour la Lune, on découvre de plus en plus de choses, même 20 ans après. Puis dans le fond, ça va aussi dans la continuité des manipulations psychologiques, des psyops que les États-Unis ont fait. On va voir qu'il y a beaucoup de liens entre ces deux événements-là qui nous mènent jusqu'à notre situation en 2021 avec les lois sur le Patriot Act, puis les autres mesures de sécurité qui ont été prises depuis ce temps-là. Je pourrais pas énumérer toutes les preuves qui sont disponibles. Moi, je pensais que j'avais tout déjà vu. Il y a tellement de vidéos du 11 septembre, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses d'intéressantes que je suis certain que vous n'êtes pas au courant qui s'est passé. Écrivez-moi pas dans les commentaires hey, il y a ça aussi, à tel point, je peux pas toutes les dire. Tu sais, je vais amener des faits qui vont nous permettre d'avoir le moins d'interprétation possible. Je m'avais beaucoup référencé au travail de Massimo Mazzucco qui avait fait le documentaire de American Moon qui durait 3h15, je pense. Et puis, faites le documentaire le plus complet qu'on peut trouver sur le 11 septembre. Ça dure 5 heures de temps. Je me suis dit, je vais prendre des notes, les points les plus importants. Puis écoute, après 20 minutes, j'avais rempli 4 pages et demie. Fait que c'est pour ça que je vous dis qu'on pourrait en parler pendant 2 semaines. Même lui, dans son documentaire de 5 heures, il a enlevé, là, il a choisi juste ce que lui voulait prendre. J'adore vraiment de la façon qu'il travaille parce qu'il essaye pas de donner une conclusion, justement. Il étale les faits puis on juge par nous autres mêmes. Donc, qu'est-ce qui est plaisant dans le documentaire de 5 heures, c'est que c'est beaucoup plus chronologique. Et puis, il a séparé ça par plusieurs sujets là, qu'on peut démêler l'histoire beaucoup plus facilement. Tandis que tous les documentaires qu'on a vus au fil des années, c'était beaucoup plus mélangé, tu sais, c'est des scoops, puis là, il manquait le début puis la fin, tu sais. Fait qu'on va pouvoir construire un petit peu plus chronologiquement les événements, puis démêler ça par catégorie. Depuis que je m'intéresse à ces sujets-là, quand je vois une vidéo d'un debunker qu'il est capable de tout expliquer en dedans de 12-15 minutes sa vidéo, écoute, c'est complètement ridicule. Tu sais, il y a la version officielle, la version des chercheurs de vérité, la réponse des debunkers une deuxième fois. Tu sais, il y a 4 niveaux qu'il faut étaler avant de porter une conclusion, là. Fait que ça va être peut-être long pour certains, cette vidéo-là, mais il n'y aura pas aucun raccourci intellectuel, là. On va commencer avec un des premiers mensonges que les debunkers ont émis. Donc, ce que les debunkers nous racontent, c'est qu'on aurait débranché les systèmes de repérage. Ils auraient perdu la trace des avions parce que les pirates de l'air auraient débranché les transpondeurs. Donc, on va aller voir un extrait qui explique comment c'est impossible. Lorsqu'un transpondeur est éteint, les contrôleurs aériens perdent l'information sur l'altitude, mais ils peuvent toujours suivre l'avion avec son signal primaire. L'exemple suivant montre le temps qu'il a fallu au contrôle aérien pour retrouver le vol American 11 sur les écrans après qu'on lui a pris le détournement de l'avion. Good morning, Boston Center. I got a situation here with American 11.
We believe it's by possible hijack. Okay, tell me more. We lost radio communications with him. Then we lost his transponder. And right now the aircraft is just west of Albany going southbound. Okay, I see him. Le vol United 175 n'a jamais éteint son transpondeur, il a juste changé de code. United 175 is 50 miles northwest of New York City, when its transponder code is suddenly changed. As I look up, I notice that United 175's code has changed. I just turned around and radioed the pilot. My exact words were, United 175, recycle transponder squawk. Hijacker Al-Shehhi obviously intended to turn off that transponder, but because he just changed codes and didn't turn it off, he still left the controllers with a very clear indication of the normal return from an aircraft that was squawking, that's what we call it, with the altitude. D'après le Secret Service, l'avion qui a frappé le Pentagone a été suivi à la trace pendant les 30 minutes qu'a duré son approche de Washington. Nelson Garabito was the Secret Service agent in charge of protecting the White House airspace. First thing I did is I picked up the phone to call my contact, the FAA. He said we have 4 planes outstanding. 2 have hit the towers, and 2 are headed to Washington, D.C. One of them approximately 30 minutes out, one of them approximately 45 minutes out. Le fameux avion à 30 minutes s'est révélé être celui qui a frappé le Pentagone. As the one nearest us got closer and closer, 6 minutes out, 5 minutes out, we knew it was sort of over the CIA, and we thought, is that where it's going? But it kept coming. Le vol United Airlines 93 était également suivi au radar après son détournement. We were tracking United 93, and I was in conversation with the FBI agent, and he was relaying to me that we suspect that this aircraft has now been taken over by hostile forces, described the sharp turn it made over eastern Ohio and now is heading back along southwestern Pennsylvania. L'avion était suivi seconde par seconde, pratiquement en temps réel. Right now he is west of Johnstown still, 12 miles. À un moment, il a même rallumé son transpondeur, montrant ainsi non seulement sa position, mais aussi son altitude. It looks like he's still turning. Hey, his transponder just came back on and it was showing 8,000 feet, 200. 8,200 feet. 8,200 feet and he's on the same code that he was before. Mis à part quelques périodes de confusion, les 4 appareils ont été suivis à la trace par le contrôle aérien pendant tout leur vol. Tu sais, on n'est plus en 1920, là, où il n'y avait pas de radar et de technologie. Maintenant, il y a même 2 niveaux de technologie. Il y a les radars civils et les radars militaires qui peuvent travailler conjointement ensemble. Dans le fond, si on coupe le transpondeur, on perd seulement l'altitude de l'avion. Mettons qu'on a l'écran là, du contrôleur aérien. Il va voir encore le schéma, le spot de l'avion se déplacer. C'est juste qu'il ne saura pas à quelle altitude il est. Mais il est capable de dire s'il s'en va vers New York ou Floride ou whatever. Le problème, la journée du 11 septembre 2001, c'est qu'il n'y avait aucun avion militaire de disponible pour intercepter les avions qui sont détournés. Apparemment, cette journée-là, dès le matin, il y aurait eu plusieurs exercices militaires qui ont fait en sorte qu'il n'y avait plus aucun avion. Il y avait 4 avions militaires de disponibles pour tout l'espace de New York et de Washington. Donc, cette journée-là, il y avait des exercices militaires qui ont envoyé absolument tous les avions au-dessus de l'Atlantique, au Canada, en Alaska, partout sauf à New York puis Washington où il y a eu les événements. Donc, la première question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi il y avait autant d'exercices militaires le matin, ce matin-là, quand en plus, il y avait eu beaucoup d'avertissements venant des autres pays, comme de quoi qu'il pouvait avoir des attaques terroristes. En plus, il y avait déjà eu des exercices pendant les journées précédentes. Ça semblait être beaucoup trop d'exercices là, en même temps. C'est une situation qui est complètement inhabituelle pour l'armée là, de faire ça. Faut savoir aussi qu'il y avait un protocole très bien établi par la FAA, la Federal
Federal Force Aviation, FFA, que dans le fond, quand on perdait le contact avec un transpondeur, on envoyait immédiatement des forces, des avions pour intercepter cet avion-là. À tous les moments où ça a été déclenché, cette procédure-là, ça a pris maximum 15 minutes à intervenir aux avions pour reprendre contact avec l'avion qu'on avait perdu le contact avec ou qu'on avait perdu le transpondeur. Puis quand ça arrive, il y a aussi une alarme qui se déclenche au NORAD. Puis cette procédure-là, les 11 mois qui ont précédé le 11 septembre, a été déclenchée plus de 70 fois. À toutes les fois, les avions ont atteint leur objectif en dedans de 15 minutes. Donc, c'était déjà une procédure très bien établie et efficace qui a toujours bien fonctionné. Puis c'est drôle, hein, cette journée-là, on avait annoncé, la version officielle nous disait que, selon le général, qu'on n'était pas préparé à ces événements-là. C'est drôle parce que ces fameux exercices militaires-là étaient en fait des exercices contre les détournements d'avions par des terroristes. C'est quand même une drôle de coïncidence que la même journée qui faisait des pratiques contre les attaques terroristes, des détournements d'avions, ben cette journée-là, il y a eu les premières attaques terroristes faites par des détournements d'avions. Mais on nous dit que c'est une coïncidence. Puis on va le voir dans la prochaine vidéo, dans le prochain extrait. Qu'est-ce qui est encore plus surprenant, c'est que pendant qu'on montrait déjà au monde entier la première tour frappée par un avion, les manœuvres militaires ils continuaient d'avoir lieu quand même, malgré des attaques. Là. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise manifest. Le processus d'autorisation de décollage des chasseurs fut lent et compliqué. Hey, I just talked to Otis here, and they said they needed a NEADS authorization. La confusion et le stress ne firent qu'augmenter. I don't know where I'm scrambling these guys to. I need a direction, destination. Par moments, les communications étaient saturées. If you could do me a favor and have them call us, we cannot call out for some reason. Certains militaires ont rapidement réalisé que les simulations posaient problème. You know, let's get rid of this goddamn sim. Hey, turn the sim switches off. Get rid of that crap. I hope they cancel the exercise because this is ridiculous. Mais elles ne furent pas annulées. Les exercices de simulation ont continué même après les frappes contre les deux tours de New York, alors que toute l'Amérique savait que le pays était attaqué. You guys watching the news? Yeah. I wasn't sure. I've been watching for about 10 minutes. They suspend the exercise now? Not at this time, no. Apparemment, quelqu'un a profité de la situation. Pendant que le vol 77 se rapprochait à toute vitesse par l'ouest, une source inconnue qui n'a jamais été identifiée a rapporté que le vol American Airlines 11 arrivait vers la capitale par le nord, alors même que l'avion s'était déjà écrasé contre la tour nord. Cela attira toute l'attention sur ce que l'on a appelé l'avion fantôme. Les chasseurs de la base de l'Anglais se préparèrent à l'intercepter. On les fit décoller et se diriger droit vers Washington. Mais un autre poste de commandement dénommé Giant Killer renvoya les chasseurs au-dessus de l'océan. Cela en irrita certains au centre des opérations. Mais l'avion qui se dirigeait vers le Pentagone était déjà au-dessus de Washington et il était trop tard pour que les chasseurs de l'Anglais puissent l'intercepter. Même après la frappe du Pentagone, les exercices militaires ne furent pas suspendus. Et à nouveau, alors que le vol UA-93 était détourné, une autre fausse alerte focalisa l'attention dans la direction opposée. Did you get the word? I got a Delta 89er southeast of Toledo. Delta 89, that's a hijack. They think it's possible hijack. Fuck. South of Cleveland, we have a code on it now. Good. Pick it up. Find it. Fuck, another one. Le Major Nassipani s'est tourné vers la base de l'US Air Force de Toledo. I'm sorry to be so brief and quick on this, but there's another possible hijack about 50 miles east of Toledo. And you guys are the closest, and we need somebody airborne. Mais au lieu d'obtenir de l'aide, son autorité fut remise en cause. What authority is this coming from?
What authority is this coming from? The DO, is the best I can tell you. Massipani fit part de sa frustration à son supérieur, le colonel Marr. He's going to tell his commander. The commander's going to call you because he doesn't believe the authority. Ils essayèrent alors la base de l'US Air Force de Duluth. Okay, Duluth, you got no fighters. Massipani essaya les bases toujours plus à l'ouest en quête d'assistance. This is Major Cheney. Who is this? Hey, Kenny. This is Nasty. How you doing? Hey, doing all right. Hey, we're not doing so good right now. What I'd like to do, possibly steal some aircraft out of Fargo from you guys. Mais là non plus, aucun avion n'était en état d'alerte prêt à décoller. We're going to get 2 aircraft up in about 15 minutes. Ils essayèrent la base de Syracuse, qui avait besoin d'un délai de 20 minutes. Syracuse 2 airborne in 20 minutes. Ils tentèrent Alpena, mais les avions revenaient tout juste de leur entraînement. The Alpena thing isn't what we thought. There's 4 guys coming home from the range right now. Ils cherchèrent alors des avions déjà en vol pour les exercices. Anybody in training, send them home. These training missions of Falcon, send them home. Mais ces avions étaient à sec à ce moment-là. They got no weapons. They just went on a straight run up to the range. They blew all their load. Lorsque des chasseurs armés et avec le plein purent enfin décoller, le vol Delta se révéla n'être qu'une fausse alerte. He was a hijacked aircraft. He is not a hijacked aircraft. He's taken precautionary measures and he's landing at Cleveland Center. C'est seulement après que le vol Delta eut atterri que les exercices de simulation furent enfin suspendus. Hello, this is Captain Taylor calling from Cheyenne Mountain Press Control. Yes. What we need you to do right now is to terminate all exercise inputs coming into Cheyenne Mountain. À cet instant, le 4e avion n'était déjà plus qu'un amas de débris fumants. C'est assez drôle de voir la réaction de tous les généraux et les hauts placés parce qu'eux, ils étaient tous au courant qu'il allait avoir les attentats, puis ils étaient avertis par les autres pays. Il y a même le patron du FBI qui avait reçu l'ordre de ne pas participer à un vol d'avion cette journée-là. Apparemment, il y avait des informations qui dataient de 98, mais les hauts responsables ils vont continuer à dire qu'il n'y avait aucune information. On va aller voir ça dans une vidéo qui démontre toutes les contradictions. Was not specific as to time, nor place, nor manner of attack. No specific threat involving really a domestic operation or involving what happened, obviously, the city's airliner and so forth. There were no warning signs that I'm aware of that would indicate this type of operation in the country. Toutes ces affirmations sont fausses. Une enquête conjointe du Congrès sur le 11 septembre a révélé qu'au printemps et à l'été 2001, un déluge d'avertissements était arrivé concernant de possibles attentats terroristes aux États-Unis, certains utilisant des avions comme armes. Comme l'écrit le New York Times, les officiers de l'aviation avaient été prévenus dès 1998 qu'Al-Qaïda se préparait à détourner un vol commercial et à frapper un édifice sur le sol américain. Le London Times a révélé que les services secrets britanniques, le MI6, avaient prévenu ses homologues américains au sujet d'un complot visant à détourner des avions et à les précipiter contre des bâtiments, et ce 2 ans avant les attentats du 11 septembre. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré publiquement qu'il avait ordonné à ses services de renseignement de prévenir les États-Unis durant l'été 2001 que des pilotes kamikazes s'entraînaient pour attaquer des cibles américaines. Les renseignements allemands ont alerté la CIA en juin 2001 à propos de terroristes du Moyen-Orient s'entraînant à des détournements d'avions. Le Sunday Herald a confirmé le fait que la Grande-Bretagne a fourni au président Bush un avertissement formel concernant le détournement de plusieurs avions de ligne environ 1 mois avant les attentats du 11 septembre. Et il y a aussi le fameux mémoire du 6 août. President Bush was told in August that Osama bin Laden might be planning an attack involving the hijacking of U.S. aircraft. It's titled, Bin Laden Determined to Strike in U.S. The 2-page memo states, FBI information indicates patterns of suspicious activity in this country, consistent with preparations for hijackings or other types of attacks. Et ce n'est peut-être pas un hasard si le FBI, 6 semaines avant le 11 septembre, a averti son propre patron de ne pas voler sur les vols commerciaux. Why is the Attorney General of the United States doing all his air travel by specially chartered jet? The Justice Department cited what it called a threat assessment by the FBI and said Ashcroft has been advised to travel only by private jet for the remainder of his term. La deuxième question qu'on pourrait leur poser, c'est que pourquoi ils n'ont pas donné l'ordre d'abattre les avions? Là, il y a plusieurs
témoignages qui s'entremêlent. Il y aurait des discussions qui se seraient produites à l'intérieur du Pentagone à ce moment-là. Puis apparemment, il était au courant qu'il y avait une attaque qui s'en venait, qui aurait même laissé faire ça, tu sais, parce qu'on avertissait là, le vice-président que l'attaque s'approchait. La 3e avion qui était détourné s'approchait vers Washington. Il y avait même un journaliste à ce moment-là à l'intérieur du Pentagone. Et puis, il a rencontré un haut placé militaire qui lui a dit que sûrement que c'était eux les prochains qui allaient être attaqués. Et de ne pas rester dans le cercle, le cerceau extérieur du Pentagone, d'aller plus au milieu. Donc, assez étrange. Donc, on a le témoignage de cette personne-là. Le matin du 11 septembre, Jim Miklasevski était journaliste pour NBC et se trouvait au Pentagone. The first time I heard the word terrorism out of any U.S. official came shortly after the second plane had hit. And I bumped into a U.S. military intelligence official and I said, look, what have you got? And he said, obviously, this is clearly an act of terrorism. And then he got very close to me and almost silent for a few seconds. And he leaned in and he said, this attack was so well coordinated that if I were you, I would stay off the E-ring where our NBC office was, the outer ring of the Pentagon, the rest of the day, because we're next. Donc là, c'est un peu le même principe qu'avec les photographes qu'on leur a montré les photos de l'équipe d'Apollo 11 sur la Lune. Là, on a demandé à des pilotes professionnels d'analyser l'histoire du 11 septembre. Fait qu'eux, ils voulaient pas vraiment mettre le doigt dessus puis dire... On remarque que les pilotes sont très prudents dans leur langage, là. Ils veulent pas trop s'embarquer dans le complot, on les comprend, tu sais. Si la défense militaire laisse de nombreux points d'interrogation, les questions sont encore plus problématiques au sujet des 19 terroristes présumés. Le premier problème, c'est qu'apparemment ces individus savaient à peine piloter. Bien qu'ils aient notoirement suivi des cours de pilotage sur de petits avions de tourisme, aucun d'eux n'avait jamais été aux commandes d'un avion à réacteur. Et encore moins d'avions de ligne qui présentent des caractéristiques particulières en matière de pilotage. Adam Shaw est pilote et instructeur, spécialiste des exercices de voltige. Il a plus de 6000 heures de vol, dont plus de la moitié la tête en bas. For people who are really piss poor student pilots, to be able to get in the cockpit of big jets and fly them as accurately as they were flown at close to max speed and be able to hit the trade towers. L'idée qu'on puisse passer d'un petit avion monomoteur volant à 120 km/h à un grand avion de 100 tonnes voyageant à plus de 800 km/h, le tout sans aucun entraînement, est hautement improbable. People don't realize that to hand fly an airliner at those speeds is extremely difficult, and particularly if you're a novice, because a novice that's learned in little airplanes, they over-control everything. Pour expliquer ce passage apparemment impossible, les débunkers affirment que les terroristes s'étaient entraînés sur des simulateurs de vol et que les instruments de bord équipant les cockpits le 11 septembre étaient très semblables à ceux des simulateurs utilisés lors de leur entraînement. C'est faux. Car le seul simulateur qu'Annie Hanjour a utilisé est celui d'un Boeing 737, avion conçu dans les années 70, avec un cockpit totalement différent de celui du 757 qu'il est supposé avoir détourné le 11 septembre. Au mieux, les séances d'entraînement n'ont pu que l'embrouiller encore plus et ne l'ont pas aidé. L'IA est le contrôleur aérien qui a suivi le détournement du vol United 175. Now as I'm watching, United 175 makes a hard left-hand turn and starts climbing. Not only did he make a sharp turn, but he also climbed 3,000 feet in a matter of approximately 1 minute, which is a very fast rate of climb. This is something that we have never seen before. Après cette brusque montée, l'avion a commencé à redescendre à toute vitesse. We were counting down the altitudes, and they were descending right at the end at 10,000 feet per minute. That is absolutely unheard of for a commercial jet. Ce n'est sûrement pas comme cela que le pilote automatique l'aurait dirigé vers l'aéroport JFK de New York. It is unbelievable for the passengers in the back to withstand that type of force as they're descending. They're actually nosing the airplane down and doing it what I would call a power dive.
9:01 a.m. United 175 is hurtling at more than 400 miles per hour toward the Statue of Liberty and New York Harbor. One of the controllers started counting out the altitudes. And he says, my God, he's going down at 8,000 feet a minute. Now it's 10,000 feet a minute. And he counted off 8, 6, 4, and he says, my God, he's in the ground on the next hit. Pourtant, il ne s'est pas écrasé. D'après la version officielle, Marwan al-Sheikhi, un jeune homme de 23 ans qui n'avait jamais piloté un jet de toute sa vie, a redressé la course de l'avion, identifié visuellement sa cible et réalisé un virage final spectaculaire pour aller frapper la tour sud sous les yeux ébahis du monde entier. Ziad Jarrad, le pirate de l'air du vol 93, était aussi connu pour ses faibles compétences de pilote. Le rapport de la commission explique qu'en juillet 2001, Jarrad avait demandé la permission de survoler avec un avion de tourisme le couloir de l'Hudson près de Manhattan. Mais son école de pilotage l'avait estimé incapable de voler seul et il avait dû faire ce vol accompagné par un instructeur. On nous demande pourtant de croire que 2 mois plus tard, cette même personne a réussi à piloter un avion de ligne de 100 tonnes et à effectuer une descente si brusque qu'elle a laissé pantois tous les contrôleurs aériens de Cleveland. I see this plane climbed up from his assigned altitude to 35,000 feet to 41,000 feet, turned around and aimed right back at where we were. Se lei dovesse simulare il volo di uno che vuole colpire il Pentagono, esatto, se la volessi rotta quale essere sarebbe? sicuro lo colpirei sicuramente da questa parte qui. Cioè, per essere sicuro arriverebbe dall'alto così? Arrivando qui perché o si colpiscono questi edifici, diciamo i primi che vengono, oppure si colpiscono gli edifici che sono subito dopo e quindi si crea comunque un elevato danno. Piloter un jet à grande vitesse à proximité du sol requiert une finesse extrême, même pour un pilote doté d'une grande expérience. Lei, che ha tante ore di esperienza di volo, riuscirebbe a portare questo aereo negli ultimi 500 metri, da qui a 850 km all'ora? E dovrei metterci veramente tanto impegno. La prima difficoltà sarebbe quella di volare attaccato a terra. Lo so per esperienza diretta, avendo fatto volo militare a bassa quota. Perché il terreno corre via. Certo, corre a una velocità incredibile. Quindi credo che chi ha fatto questa attività possa capire cosa vuol dire stare a 10 metri da terra, 5 metri da terra con un aeroplano che pesa 110-120 tonnellate lanciato a 900 km all'ora. Basta toccare la cloche e schizza via. Come si fa a pilotare un aereo a 530 miglia all'ora a rasoterra? È possibile? Come diceva il collega, è estremamente difficile, è complesso anche perché un piccolissimo intervento sul piano verticale fa salire o scendere l'aeroplano, per cui anche un pilota abbastanza allenato avrebbe delle grosse difficoltà. Une simulation plus précise avec un pilote possédant une expérience comparable à celle de Hanjour donne des résultats très différents. Okay, you're 311 knots. You want to go all the way around? Yeah, because I want to get back towards the city here. You can feel it right now. You feel the G-forces? Yeah. Oh, yeah. All right, go for it. Go towards it. You're 360 knots. There we go. You're 424 knots. And again, your radius of turn is becoming so great. Yeah, you can't it's do hard. anything. Keep it turning, keep it turning, keep it turning, keep it turning. Now go down, dive for it. Yeah. There's 500 knots. Keep it going. It's very touchy. I can understand. Now you're going on your back. You're going on your back. Keep it rolling. Keep it rolling. You hit something, but obviously it was not that building. 370 knots. Oh, come on. Hang on. I'm going to get him. 440 knots. You're going on your back. I missed again. There's no denying it's incredibly difficult, especially with that turn that the NTSB data said Flight 77 made. And then he levels off and then pretty much just guns it straight in. That straight path right in is really incredibly difficult. Correct. I couldn't do it. You couldn't do it. Not at that speed. Not at 500 knots. De fait, les contrôleurs aériens ont tellement été étonnés de la rapidité de la manœuvre de l'avion qu'ils pensaient voir sur leur radar un jet militaire. But nobody knew that was a commercial flight at the time. Nobody knew that was American 77. What did you think? It was a military flight of some kind? I thought it was a military flight. It was really moving fast. It was moving very fast, like a military aircraft might move at a low altitude. Daniel O'Brien, contrôleur aérien à Washington, a déclaré « Vu la vitesse, la manœuvrabilité et la façon dont il a viré, tous ceux présents dans la salle de contrôle radar, et nous avons une certaine expérience, on pensait que c'était un avion militaire. On ne pilote pas un 757 de cette façon-là, c'est dangereux. »
Plusieurs pilotes, civils et militaires, ont fait part de leur scepticisme quant à la manœuvre de Hanjour. Le commandant Ralph Kolstad, ex-pilote militaire, instructeur de vol et pilote dans le civil pendant 27 ans, a déclaré « Au Pentagone, le pilote du Boeing 757 a accompli une manœuvre digne d'un grand pilote. J'ai moi-même plus de 6000 heures de vol sur Boeing 757 et 767 et je n'aurais pas été capable de suivre la trajectoire qu'il a décrite. » Le commandant Ted Mega, « Je n'arrive pas à imaginer qu'un pilote amateur puisse faire une manœuvre même approchante de celle-ci. » Le capitaine russe Wittenberg, ex-pilote militaire et civil avec 35 années d'expérience. Que quelqu'un saute sur les commandes et se mette à voler comme un as, c'est impossible. Il n'y a pas une chance sur 1000 pour que cela arrive. Nous dire que ce supposé avion a effectué ces manœuvres-là avec un amateur aux commandes, c'est tout simplement ridicule. To be able to fly that curving, descending, high airspeed trajectory into a very low building, you have to be Chuck Yeager to fly that trajectory. I want to say something about Hani Hanjour. I've spoken with two of his flight instructors. This guy could not solo a Cessna 150. It's a little single-engine two-seat trainer. And what I mean by solo, it's a pilot's first time out without anyone else in the cockpit with him. It's the most simple, most fundamental flying exercise one can engage in. You're seated inside the aircraft, you hit the power, you take off, make a couple of 90-degree turns, maximum altitude of around 900 to 1,000 feet, come back and land. You're saying this alleged hijacker, Hani Hanjour, could not solo a 150? He could not solo. In fact, one of his flight instructors, and I quote him, he said, the man could not fly at all. On va analyser la trajectoire qu'aurait pris l'avion pour aller frapper le Pentagone, parce que normalement, tu sais, quelqu'un qui aurait frappé le Pentagone, il aurait probablement décidé de piquer vers le centre du bâtiment, finalement, pour causer le plus de dommages possible. Mais dans ce cas-là, c'était comme si on cherchait absolument à viser une partie du Pentagone en particulier, qui était l'anneau E, la partie E. Bref. On va aussi voir dans la prochaine extrait l'explication de la VMO. C'est la vitesse maximale opérationnelle pour un avion selon son altitude. Normalement, un avion peut atteindre son maximum de vitesse seulement quand il est à une hauteur où la résistance de l'air va être plus faible. À 10 000 mètres d'altitude, l'avion pourrait, ça dépend du modèle, mais ça serait environ entre 600 et 800 km/h pour la vitesse maximale. Ensuite, quand l'avion va perdre de l'altitude, il va falloir qu'elle descende sa vitesse aussi parce que la résistance de l'air elle augmente plus qu'on a une altitude qui est basse. C'est impossible pour un gros avion de ligne de voler à 600 km/h à une hauteur des buildings. L'avion, elle ne peut pas résister. Un avion, c'est pas fait très fort en fait. Hein. C'est la cabine, la partie principale, c'est très mou. Puis il y a seulement que les ailes qui sont réellement solides. L'avion ne peut pas résister à une aussi grosse résistance de l'air. Elle serait complètement... L'avion, elle éclaterait en morceaux carrément. Il y a quelqu'un qui a téléphoné à Boeing pour savoir si c'était possible de voler à 600 km/h à une altitude de 300 mètres. Puis la femme, elle est partie à rire au téléphone. Bref. À 10 000 mètres d'altitude, l'air est très raréfié et l'avion peut tranquillement voyager à sa vitesse maximale, soit 800 km/h, sans rencontrer de résistance excessive. Mais à peine commence-t-il à descendre qu'il doit réduire sa vitesse car l'atmosphère se densifie, faisant augmenter la force de frottement sur les parois externes de l'avion. Une fois sous les 3000 mètres, la vitesse recommandée tourne autour de 300 km/h. En fait, chaque avion a sa propre vitesse opérationnelle appelée VMO qu'il ne doit jamais dépasser à basse altitude près du niveau de la mer. Le terme jamais n'est pas là par hasard. Si la VMO est dépassée, un phénomène appelé flutter peut survenir et peut rapidement causer des dommages irréversibles à l'appareil. Le phénomène de flutter peut se déclencher sur tout type d'appareil, des grands bombardiers aux plus petits avions de tourisme. Une fois la VMO dépassée, non seulement les ailes et la queue sont en danger, mais le fuselage aussi peut souffrir de la pression de l'air causée par la vitesse.
C'est ce qui s'est produit avec le vol Air China 006 qui a dépassé sa vitesse maximale opérationnelle alors qu'il cherchait désespérément à reprendre de l'altitude après l'arrêt d'un de ses moteurs. Les dégâts causés par ce dépassement de la VMO sont clairement visibles sur tout l'avion. La vitesse maximale opérationnelle d'un Boeing 767, comme deux des avions détournés, est de 660 km/h. Pour un Boeing 757, comme les deux autres avions, c'est un peu moins, 650 km/h. Malgré cela, les 4 avions ont enregistré des vitesses supérieures à 800 km/h, alors qu'ils volaient près du niveau de la mer, sans montrer aucun signe de dégâts structurels et en restant parfaitement sous contrôle, tandis qu'on les dirigeait vers leur cible. American 11 hit high up in the North Tower, around the 93rd floor, going a pretty astonishing rate of speed, almost 500 miles an hour. Here comes a very large target. Descending rapidly, very fast. Diving very steeply and very fast. It was fast, very fast. United Flight 175, streaking through the skies over New York at more than 600 miles an hour, barely missed colliding with another commercial flight. The back of my neck stands up when we talk about the hijacking. We watched the speed, very high rate of speed. I believe it was about 600 knots southbound, which was extremely unusual for an air carrier. D'après le NTSB, pendant la descente de 3600 à 1800 mètres, la vitesse au sol de l'avion est restée entre 920 et 960 km/h. L'avion a ensuite percuté le World Trade Center 2 à la vitesse de 940 km/h. Nous sommes donc 300 km/h au-dessus de la vitesse maximale opérationnelle d'un 767. Le vol 77, lui aussi, a étonné les contrôleurs aériens pour sa vitesse d'approche de Washington. It was an unidentified plane to the southwest of Dulles, moving at a very high rate of speed. I slid over to the controller on my left, and I asked him, "Do you see an unidentified plane there southwest of Dulles?" And his response was, "Yes." "Oh my gosh, yes. Look how fast he is." Full throttle. Full out. L'appareil a effectué une descente circulaire à environ 600 km/h avant d'accélérer et de s'écraser contre le Pentagone à pratiquement 850 km/h. Alors qu'il volait à 1500 mètres d'altitude, United 93 a entamé une série de manœuvres brusques à droite et à gauche à la vitesse de 500 km/h. Il s'ensuivit 2 minutes de manœuvres similaires vers le haut et vers le bas en approchant des 600 km/h. Malgré cela, Ziad Jarrah, à qui on avait refusé de voler sur un simple avion monomoteur, a réussi à maîtriser ces montagnes russes sans jamais perdre le contrôle de l'avion. Et alors que l'avion descendait, il a même continué à accélérer jusqu'à ce que l'avion aille s'écraser dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie, à plus de 900 km/h. Ces vitesses exceptionnelles, atteintes à basse altitude, ont soulevé bien des doutes parmi les ingénieurs en aéronautique et les pilotes, et particulièrement ceux qui avaient déjà volé sur les avions détournés le 11 septembre. I flew the 2 actual aircraft which were involved in 9/11, the flight number 175 and flight 93, the 757 that allegedly went down at Shanksville, and flight 175 is the aircraft that's alleged to have hit the South Tower. I don't believe it's possible for a terrorist, a so-called terrorist, to train on a 172, then jump in the cockpit of a 757, 767 glass cockpit, and vertical navigate the aircraft, lateral navigate the aircraft, and fly the airplane at speeds exceeding its design limit speed by well over 100 knots, make high-speed, high-bank turns, pulling probably 5, 6, 7 Gs, and the aircraft would literally fall out of the sky. I couldn't do it, and I'm absolutely positive they couldn't do it. How do you feel about United 175 reaching 510 knots? Physically impossible. To have a clocked airspeed of 510 knots with a commercial airliner at sea level is physically impossible. Flight 175 that hit the second tower, they said it was going at roughly 560 miles an hour at sea level. No, that's impossible. You need so much power to push yourself through that air. So the engines have the right amount of horsepower for cruising at 30,000 feet at 500 plus miles an hour. To do that at ground level, you need 6 times that amount of power. Those engines can't put out 6 times more power. If you changed out the motors so they were motors that had 6 times the thrust, then theoretically you could, but then the structure is not strong enough. Under all circumstances, I'd say an absolute resounding no. To me, it's impossible. Any pilot that has been in a commercial jet would
probably laugh at if you said 510 knots. Is it possible to fly over 500 miles an hour at sea level? No. It would be above the indicated airspeed would be greater than its maximum speed at sea level. Even, like, say if it was even in a shallow type of dive, would it be able to? Any airplane can be dive, of course, then you've got the assistance of gravity, right? But there comes a point where the drag of the air overcomes the aerodynamics of the airplane. Pour en avoir le cœur net, ce chercheur a appelé Boeing Corporation. It has to do with the maximum speed of a 767-200 at 700 feet altitude. For 200? Yeah, 767-200, yeah. Like I had asked some people and they assumed it would be about 250 miles an hour or something. That sounds pretty likely because at 35,000 feet it's 530 miles. So there's no way that it could be going 500 miles an hour at 700 feet altitude then. Not a chance. Not that fast. Concernant la VMO puis tout ce que la vidéo que je viens de vous montrer, les debunkers professionnels n'ont pas grand-chose à répondre à ça. Donc là, à place de répondre, on envoie des arguments. Là, on se dépêche de dire, ben là, les passagers ont passé des appels sur les téléphones de bord. Donc, ça prouverait qu'il y a vraiment eu des pirates de l'air qui ont kidnappé des personnes. Mais on va démontrer que c'était un mensonge. Là, on commence à toucher le gros complot. En décortiquant la bande sonore, à la fin, avant de raccrocher, elle aurait murmuré « It's a frame », c'est un coup monté. Donc, on sait que on ne peut pas passer des appels dans un avion en plein vol. On comprend aussi que c'est pas la même avion qui a décollé avec les otages que celle qui a rentré dans les tours jumelles, entre autres à cause du VMO, la vitesse maximale opérationnelle. Donc, ces appels-là auraient probablement été faits une fois que ces avions seraient atterris et les pirates de l'air les auraient menacés à cet endroit-là de faire les téléphones. Puis après, ils ont probablement été tués parce qu'ils ne sont pas retournés chez eux ensuite. Donc, on les aurait fait atterrir dans une base militaire et on les aurait tués. La télévision japonaise a décidé de faire le test elle-même. En 2003, ils ont mené une expérience près de l'Ontario, au Canada, afin de vérifier la portée des téléphones cellulaires à différentes altitudes. The cellular phone system used in the experiment in Canada is the one used in the United States. 3 cell phones, each from different telephone companies, were used. The experiment begins at 1,000 feet. Hello? Hello, I'm calling from cell phone A. 1,000 feet, happy trading sounds okay? The results were the same with the other 2. Next we went up to 4,000 feet. Then... No, not on me. Company B's phone stopped working at 4,000 feet. And when the aircraft rose to 6,000 feet, Company A's phone also became useless. At 8,000 feet, none of the 3 cell phones worked anymore. No service on A, no service on B, no service on C. In other words, at an altitude of 35,000 feet, cell phones would have been totally useless. Maintenant, on va aller voir des explications plus détaillées sur la trajectoire qu'aurait choisi l'avion pour toucher le Pentagone. Donc, c'est une des parties qui a le plus de mensonges qui ont été débunkés par des chercheurs de vérité. Et puis, l'impossibilité de l'entaille et puis les dommages et les débris, où étaient les débris de cet avion-là. On va aller voir ça. Il est vrai que l'envergure d'un 757 est de 38 mètres. Mais les débunkers oublient l'angle de 42 degrés, ce qui projette sur la façade une envergure de presque 50 mètres, proche du double de l'entaille constatée. Comme le montre cette animation, l'aile gauche aurait dû aussi détruire les 2 fenêtres à gauche de l'entaille. Mais toute la partie gauche de la brèche ne semble pas avoir été frappée par une aile se déplaçant à 800 km/h.
Les encadrements des fenêtres en bois sont toujours en place et leurs vitres semblent avoir été brisées par l'explosion consécutive et non par l'impact. Le revêtement de la façade s'est détaché, mais les briques derrière semblent pratiquement intactes. Selon le même angle de projection, l'aile droite aurait dû percuter la façade jusqu'à cette colonne du premier étage. En fait, il y a une entaille en diagonale au premier étage qui pourrait résulter de l'impact de l'aile. Mais cela place une grande partie de l'aile au-dessus de la dalle du premier étage, ce qui signifie que l'aile ne se serait tout simplement pas encastrée dans la façade. Mais alors, où est-elle passée? Un problème similaire se pose pour les stabilisateurs horizontaux de 15 mètres d'envergure. Comme ils sont installés à 1 mètre plus haut que les ailes, ils auraient dû frapper la façade approximativement ici et ici. Mais il n'y a aucune trace visible de leur impact sur la façade, ni aucune pièce de stabilisateur reconnaissable sur la pelouse. Même problème pour la dérive verticale, 8 mètres plus haut que le fuselage. Au moment de l'impact, la queue aurait dû heurter les fenêtres du 3e étage. Au lieu de cela, l'animation de l'université de Purdue montre que la queue rentre entièrement dans le bâtiment comme dans du beurre. Pourtant, la façade située au-dessus du trou de pénétration ne présente aucun dommage significatif et les vitres et les fenêtres alentours ne sont même pas brisées. Pour le stabilisateur et la dérive, Popular Mechanics n'offre que cette explication générale. A plane flying 500 miles an hour, hitting a concrete wall that is extremely reinforced, there's not going to be much left of it. You're not going to see it sitting on the lawn of the Pentagon in 1 or 2 or 3 pieces. Mais il y a un problème. Si les ailes et la queue se sont désintégrées contre la façade, comment le fuselage a-t-il pu transpercer entièrement les 3 anneaux? Le fuselage est de loin la partie la plus fragile d'un avion, puisqu'il s'agit d'un cylindre vide censé transporter des passagers et leurs bagages. L'expert aéronautique Jacques Rolland compare la fragilité du fuselage avec celle des ailes. Jacques Rolland, ancien général de l'armée de l'air, est aujourd'hui le meilleur expert en crash aérien auprès des tribunaux. Il n'est pas du tout évident de comprendre qu'effectivement, dès que vous avez un choc à l'avant, l'ensemble s'enfonce à la vitesse de pénétration en fait. Et le premier point dur se trouve ici. Tant que vous n'arrivez pas là, l'avion, c'est du papier. Question. Comment le fuselage, qui est la partie la plus fragile de l'avion, a-t-il pu pénétrer entièrement dans le bâtiment, tandis qu'une partie des ailes et de la queue, pourtant plus solides, sont restées dehors et ont été réduites en miettes? La disparition pure et simple des moteurs est encore plus mystérieuse. Le 757, qui est censé avoir percuté le Pentagone, était équipé de 2 turboréacteurs Rolls-Royce RB211, chacun fait 2 mètres de diamètre et pèse 3 tonnes. Leur partie centrale est faite de matériaux si solides et si résistants qu'elle est considérée comme pratiquement indestructible. Has to rotate at 10,000 revolutions per minute, the blade speed of about 800 miles per hour. To operate at around 1700 degrees, they're designed not to melt. Quali sono le parti che non vengono distrutte, che non si squagliano per il calore? Pezzi del carrello e il cuore dei 2 motori, che è molto più compatto dalla parte esterna dei motori, ovviamente è fatto in materiali che devono resistere alla temperatura, 2000-2500 gradi, per cui la parte centrale dei 2 motori è sicuramente sopravvissuta all'impatto. Mais où sont-ils? De fait, si le Pentagone avait été percuté par un Boeing 757, les 2 réacteurs auraient percuté la façade à cet endroit, sous chaque aile. Ils auraient pénétré dans le bâtiment selon une trajectoire parallèle au fuselage, creusant un sillon bien plus dévastateur que le reste de l'avion. È un proiettile simile il motore? Sì, sicuramente sì. Può essere tranquillamente un proiettile. Lanciato a 800 km all'ora, la struttura viaggia e non si ferma a un minimo ostacolo. Pourtant, on ne retrouve aucun moteur près du trou de sortie, ni aucun trou pouvant avoir été causé par ces réacteurs. Enfin, une chose encore plus mystérieuse, le trou de sortie. Officiellement, c'est le fuselage de l'avion qui a percé ce trou dans le 2e mur du 3e anneau, appelé l'anneau C. Le 15 septembre 2001, le directeur du programme de rénovation du Pentagone a déclaré « L'avion a traversé les anneaux E, D et C. Le nez a endommagé le mur intérieur jusqu'à l'allée AE. L'allée AE est la cour intérieure qui sépare l'anneau C de l'anneau B. » Mais comment le fuselage a-t-il pu se frayer un passage jusqu'à l'anneau C? Un aereo che pesa 120 tonnellate, lanciato a 800 km/h, impatta una facciata, la trapassa. Nel trapassarla viene tritato dalle colonne che ci sono in mezzo, a mo' di grattugia, se volete, passate questo termine, e alla fine quel che rimane sono solo frammenti molto piccoli. Quel poco che rimane in fondo arriva dall'altra parte. Si le fuselage n'est qu'un cylindre et qu'il a été taillé et haché menu par les colonnes, comment a-t-il pu conserver sa forme parfaitement circulaire et aller percer le mur de cette façon?
C'est là que les explications des débunkers deviennent absolument fascinantes. The mass of the plane penetrated the building with enormous energy and continued into the building in a state almost more like a liquid than a solid. Then encountered reinforced concrete columns 2 feet thick. So the aircraft was flying through a forest of columns. The plane became almost like an artillery shell or a tank round. What actually came out, it was a circular ball of fire, which is how fire goes when it moves. That's why it has a perfectly round shape. By this time, there was an avalanche of debris that was moving as a single mass, much as in an avalanche of snow. Qu'il se soit transformé en masse liquide, en boule de feu ou en avalanche de neige, toutes ces explications sont purement et simplement contredites par le rapport de 2003 rédigé par l'Association américaine des ingénieurs en génie civil et intitulé Pentagon Building Performance Report. Pour décrire le comportement des colonnes du rez-de-chaussée, le rapport explique que les colonnes 3G, 3H, 3J et 5J étaient endommagées mais encore en place, bien que sur la trajectoire directe du fuselage. Il est très peu probable qu'à ce stade de la progression, une partie significative du fuselage ait pu conserver l'intégrité de sa structure. Celle-ci a certainement été détruite avant même d'avoir parcouru une distance équivalente à sa longueur. Il y aurait une photo qui aurait été prise tout de suite après l'impact de l'avion, puis on ne retrouvait aucun débris de l'avion. Semblerait-il même que les débris sortaient de l'intérieur vers l'extérieur, comme si l'explosion venait dans l'intérieur du Pentagone. Les débunkers disent qu'on ne retrouvait aucun débris parce qu'ils étaient à l'intérieur du Pentagone, mais on n'a retrouvé aucun même à l'intérieur. Normalement, les moteurs, tout ça, il y aurait des pièces qu'on aurait retrouvées qui ne pouvaient pas s'évaporer là, comme ça. Là. Les cœurs des réacteurs sont faits en tungstène qui supportent des températures vraiment élevées. Il y aurait même eu un trou de sortie, comme si l'avion aurait complètement traversé toutes les colonnes à l'intérieur du bâtiment, les colonnes en béton armé. Mais pourtant, on dit que l'avion aurait arrêté après la 3e colonne. Pourquoi qu'il y a un trou de sortie? T'sais, ça aurait vraiment perforé tout le bâtiment au complet. Là. Donc, ça aurait été simple. On sait qu'à l'intérieur du Pentagone, il y avait des centaines de caméras. On aurait seulement eu qu'à nous montrer l'avion qui rentre dans le Pentagone, t'sais. Mais on n'a pas ça. Donc, il y aurait seulement une des 85 caméras qu'on aurait eu les images. Le reste ont été toutes cachées par le FBI. Et puis, sur cette caméra-là, on ne voit pas vraiment l'impact d'un angle avantageux, on pourrait dire. C'est comme si on voit seulement le nez, puis la frame d'après, c'est il manque une partie pour qu'on puisse affirmer à 100% qu'on l'a vu, tu sais. Le mystère de ce qui a percuté le Pentagone aurait pu être facilement levé si le FBI avait publié les vidéos des dizaines de caméras de surveillance placées autour de la zone d'impact. Yeah, there were a lot of cameras around the Pentagon. If you look at the Pentagon, you can see that there's cameras on each corner. There's cameras at some of the businesses around the Pentagon. And we know in those cases, the tapes were confiscated immediately by the FBI within hours of the event. Suite à une requête demandant la publication de ces vidéos formulée au titre de la loi FOIA, l'agent du FBI responsable des enregistrements a répondu. Le FBI dispose de 85 vidéos pouvant correspondre à la demande d'information FOIA. Mais l'agent a conclu « J'ai pu déterminer qu'une seule vidéo montre l'impact du vol 77 contre le Pentagone le 11 septembre 2001. C'est la vidéo que nous avons tous vue à maintes reprises. » Le FBI aurait aussi bien pu diffuser toutes les vidéos pour que le public se rende compte par lui-même. Mais pour des raisons inexpliquées, il a préféré les garder pour lui. I've filmed before down at the Pentagon before 9/11. There's got to be at least 100 video cameras ringing that building, in the trees, everywhere. They've got that plane coming with 100 angles. I want to see the video. I want to see 100 videos that exist of this. Why don't they want us to see that plane coming into the... Puis pour ce qui est de la 4e avion qui était détournée, on raconte qu'elle n'aurait pas atteint le Parlement de Washington. Toute la problématique du vol 93 peut se résumer à une seule question.
Si vous étiez passé par là et que quelqu'un vous ait dit qu'un Boeing 757 venait juste de s'écraser à cet endroit et que le trou dans le sol avait absorbé les 100 tonnes de l'avion, l'auriez-vous cru ou pas? C'est la situation déconcertante dans laquelle se sont retrouvés les habitants de Shanksville en arrivant sur place. We drove back that road, and where the road ended, that's where the plane was. And I mean, you know, the only thing I could tell, you know, I get out, you know, like I said, I heard this thing, you know, I felt the explosion, saw the fireball, and I get up there and I'm thinking, where is it? You know, just debris, pieces, small pieces of debris, and you know, the trees were singed and burning, it was just smoldering. Nothing. It was just little pieces. There was nothing to actually, like a door or window or anything. You couldn't really, it was just little pieces of shrapnel everywhere. What's that right there? Over in here. Les journalistes télé ont eux aussi été stupéfaits quand on leur a dit qu'un avion venait de s'écraser à cet endroit. You know, at first I wasn't even sure that this was, that these were pieces of the plane. They're so small, and it's indistinguishable. You can't tell whether it's a piece of the fuselage or a piece of the seats. You don't know what it is. Chris Kanicki, he's a photographer. He was back there just a couple of minutes ago, and Chris, I've seen the pictures. It looks like there's nothing there except for a hole in the ground. Basically, that's right. From where we could see, there wasn't much left. Any large pieces of debris at all? No, there was nothing that you could distinguish that a plane had crashed there. It's really all you see is a large crater in the ground and just tiny, tiny bits of debris. Went out to Somerset County Coroner Wallace Miller. He hurried to the scene, an abandoned strip mine. When he arrived, he couldn't believe his eyes. It looked like someone had gouged about a 10-foot wide, 10-foot deep trough through the strip mine area. But when you looked in, it was just covered with dirt. There was nothing there that you could really say it was an airplane. Dennis Roddy était rédacteur en chef de la Gazette de Pittsburgh. Airplane debris? Nothing I could identify. Mais le plus étonné de tous fut peut-être Ernie Stull, le maire de Shanksville. Ja, mein Schwager und ein guter Freund von mir waren die Ersten hier. Sie haben in Shanksville an einer Straßenecke gestanden und sich unterhalten. Ihr Wagen stand gleich in der Nähe und so waren sie die Ersten hier. Dann kam erst die Feuerwehr. Alle waren wie vor den Kopf gestoßen, weil sie zu einem Flugzeugabsturz gerufen wurden. Aber da war kein Flugzeug. Lived here, how are you living? Nowhere. Kein Flugzeug. Sie wurden hier zu der Unfallstelle geschickt und da war kein Flugzeug? Nein, da war nichts. Nur dieses Loch. Das ist es, was Sie sahen. Ich dachte immer, das sei die Absturzstelle. Das ist sie. Aber da ist nichts zu sehen. Le FBI affirme que l'avion a été littéralement enseveli dans ce trou. Une grande partie de l'avion et de son contenu ont été retrouvés sous la terre meuble, peut-on lire sur le site du FBI. Des experts ont retrouvé l'enregistreur des données de vol à 3,50 m sous terre et celui des conversations du cockpit à 7,50 m. Les deux enregistreurs de vol étant placés vers la queue de l'appareil, nous sommes donc en droit de conclure que le cockpit et pratiquement tout le fuselage avec les sièges et les corps des passagers et leurs bagages ont eux aussi été ensevelis profondément. Maintenant, on va embarquer dans les deux tours jumelles. Alors qu'elles s'élevaient sur l'un des patrimoines immobiliers les plus recherchés au monde, après 30 ans d'exploitation, les tours étaient devenues obsolètes. À cause de l'augmentation du prix de l'énergie, chaque plateau ouvert de près de 4000 m² était un gouffre financier, tant il était difficile de les chauffer en hiver et de les tenir au frais en été. L'entretien lui aussi était très coûteux, comparé à celui d'immeubles plus récents. Dans son livre datant de 1999 sur les tours jumelles, Divided We Stand, l'auteur Eric Darton écrivait « Lorsque le VTC subit son premier attentat en février 1993, il était déjà dépassé en tant qu'immeuble de bureau par une génération plus récente qui intégrait l'essor de la cybernétique avec des plafonds plus hauts et un équipement électrique bien plus important. Pour maintenir le VTC dans la catégorie des bâtiments de classe A, l'autorité portuaire aurait dû dépenser 800 millions de dollars en câblage électrique, communication électronique et système de climatisation. De plus, à la suite de l'attentat de 1993, le taux d'occupation des bâtiments avait chuté dangereusement et ils avaient eu beaucoup de mal à le faire remonter. Mais le problème le plus difficile à résoudre pour les tours était la quantité d'amiante qu'elles renfermaient. Construite à une époque où l'amiante était autorisée, elle contenait au moins 400 tonnes de ce matériau extrêmement toxique. Il servait à inifuger la structure en acier et à isoler des kilomètres de canalisation d'eau, de chauffage et de climatisation. L'amiante était aussi présente dans les faux plafonds, les cages d'ascenseurs et sur les dalles des planchers.
Dans un certificat de conformité daté de décembre 2000, on peut lire « Selon les archives de l'autorité portuaire, 650 000 m² de dalles plastifiées en amiante ont été disposées sur les planchers du World Trade Center. » Au moment où l'amiante fut interdit dans les constructions, les tours étaient pratiquement achevées. Au départ, l'amiante fut encapsulée chaque fois que c'était possible, pour éviter l'inhalation des particules. Mais dans les années 90, la réglementation est devenue beaucoup plus stricte, et toute rénovation nécessitait le remplacement complet de l'amiante. Dans le même temps, le danger sanitaire posé par l'amiante propulsa les coûts du désamiantage à des niveaux records. Les procédures de sécurité exigeaient que les secteurs à traiter soient évacués à l'avance, isolés hermétiquement et gardés en pression négative pour empêcher les fuites de particules d'amiante. En 2000, l'autorité portuaire avait sur son bureau un devis de désamiantage d'un montant d'1 milliard de dollars, le même prix que pour un nouvel édifice flambant neuf. Dans les années 90, l'autorité portuaire avait assigné en justice ses assureurs pour obtenir la prise en charge des travaux de désamiantage. Mais en mai 2001, 4 mois avant les attentats, l'autorité portuaire de New York et du New Jersey venait juste de perdre la bataille après 10 ans de procédure. L'autorité portuaire se trouva alors coincée. Les tours jumelles ne pouvaient plus être exploitées sans supporter le coût du désamiantage, mais elles ne pouvaient pas être démolies à cause de toute l'amiante qu'elles renfermaient. La seule solution possible restait de démanteler complètement les 2 tours géantes secteur par secteur. Mais le coût d'une telle opération aurait été si astronomique que personne n'a simplement osé aligner les chiffres. Par chance pour tous, ce statu quo fut brisé lorsqu'un géant de l'immobilier dénommé Larry Silverstein, déjà propriétaire du World Trade Center 7, offrit de signer un bail de 99 ans pour les... Le 24 juillet 2001, Larry Silverstein célébra l'acquisition des tours jumelles lors d'une cérémonie officielle. Silverstein signed the lease on the World Trade Center just 6 weeks before 9/11. Il contracta ensuite une police d'assurance couvrant les tours jumelles pour un montant de 3,2 milliards de dollars en cas de destruction totale. Et tous les matins, Silverstein prit l'habitude de se rendre à ses nouveaux bureaux dans la tour nord. And so my mornings were spent at the Trade Center, and then by noon I was back uptown. Mais par chance, le 11 septembre, Silverstein ne se rendit pas à son bureau. Bien qu'ayant une réunion prévue ce matin-là dans la tour nord, il avait appris que sa femme lui avait pris un rendez-vous chez son dermatologue. C'est ainsi qu'au soir du 11 septembre, Larry Silverstein se retrouva à la tête de 1,2 million de mètres carrés de nouveaux espaces de bureaux prêts à être reconstruits dans l'un des quartiers d'affaires les plus recherchés au monde. Et puisque, selon Silverstein, les attentats constituaient 2 événements distincts, il exigea que les compagnies d'assurance paient 7 milliards de dollars pour ce qu'il avait toujours appelé « mes 3 tours ». Finalement, un accord fut conclu pour un montant de 4,5 milliards de dollars, supérieur d'un tiers au montant initial assuré par Silverstein. Et puisque les attentats terroristes avaient aussi détruit le bâtiment 7, Silverstein reçut 800 millions supplémentaires pour le reconstruire, alors qu'il n'avait coûté initialement que 400 millions. En écoutant ça, on comprend que les tours jumelles étaient très désuètes et c'était comme un gouffre financier, finalement. Les tours étaient isolées avec de l'amiante, c'était bourré d'amiante partout à l'intérieur. On connaît les problèmes de l'amiante qui ont été mis en lumière ensuite dans les années qui ont suivi la construction des tours. Si on aurait voulu décontaminer les tours jumelles d'amiante, ça aurait coûté probablement plus cher que d'en reconstruire des nouvelles. Donc, je crois qu'il y avait 400 tonnes d'amiante à l'intérieur au total. Pour la même raison, il n'aurait pas pu faire une démolition contrôlée parce que c'est très volatile de l'amiante. C'est de la fine poussière qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Donc, tout faire exploser ça, ça aurait volé partout. C'est ça qui s'est produit, en fait. Ils ne l'ont pas dit, mais la seule option qu'il y avait, c'était de démonter pièce par pièce les tours. Mais si on ne voit pratiquement jamais aucun bâtiment se faire détruire de cette façon-là. Avec toutes ces informations-là, il y a eu beaucoup d'accusations qui ont été faites suite aux attentats. Pour contrer ça, il y a eu beaucoup de scientifiques ils ont formé un organisme pour défendre toutes ces choses-là. Puis les débunkers professionnels ont affirmé que les tours jumelles étaient des tours fragiles, et qu'ensuite de ça, on a pu construire de la même façon des constructions. Mais pourtant, on va voir que même aujourd'hui, on utilise la même façon de faire que ça.
Contrairement aux gratte-ciels traditionnels dans lesquels toutes les colonnes sont espacées régulièrement, une partie des colonnes de soutien des tours jumelles a été placée vers les murs externes, libérant ainsi un large espace dépourvu de colonnes pour un meilleur rendement locatif des lieux. C'est pour cela que la structure périphérique est littéralement devenue un réseau de colonnes en acier constitué de blocs préfabriqués et assemblés sur site. C'est cela que le débunker Alberto Angela appelle les fines nervures d'acier, 244 colonnes d'acier séparées d'environ 60 cm qui supportaient 40% du poids des tours. Loin d'être deux parallélépipèdes vides, la structure interne était composée de 47 colonnes si longues et si solides qu'on avait dû construire une usine spéciale au Japon pour permettre leur assemblage. C'est la structure centrale qui supportait la majeure partie du poids du bâtiment, environ 60%, et non la structure périphérique. La structure centrale, ici à gauche, est ce que la commission sur le 11 septembre a appelé un puits d'acier creux. Voici la même structure centrale près de la base de la tour. La structure centrale était en réalité un gratte-ciel en acier extrêmement robuste, construit à l'intérieur d'un autre gratte-ciel. La structure centrale abritait les escaliers, les ascenseurs et tous les autres équipements nécessaires au fonctionnement des tours. Les murs intérieurs de la structure centrale étaient constitués de simples couches de feuilles de roche. Un ensemble de treillis métalliques reliait l'armature centrale à celle périphérique et soutenait les planchers. Ces derniers, des blocs rectangulaires, étaient également préfabriqués et recouverts d'une fine couche de béton. Les structures intérieures et périphériques étaient reliées sur le dessus par une structure en forme de parapluie appelée treillis chapeau, qui solidarisait les structures des tours en les maintenant par le haut. L'idée que ce type de structure soit fragile et n'ait plus été utilisée après le 11 septembre est contredite par le nouveau bâtiment 7 construit par Larry Silverstein. Une structure centrale robuste supporte l'essentiel du poids du bâtiment. De longues poutres soutiennent les planchers et relient l'armature centrale à celle en périphérie, laissant dans l'intervalle un vaste espace sans colonnes. Un concept très similaire à celui des tours jumelles. Plus important encore, les débunkers oublient de mentionner que les tours jumelles étaient construites avec un facteur de redondance structurelle de 3 à 5 fois le poids qu'elles étaient censées supporter. This structure was capable of holding 3 to 5 times the weight. These buildings are built to handle several times the load above them. So those perimeter columns could handle 5 times the load above them, and the core columns could handle 3 times the load above them. À propos de la solidité des tours jumelles, l'Institut de technologie du Massachusetts a déclaré que ces 244 colonnes périphériques en faisaient l'un des gratte-ciels les plus redondants et les plus résistants qui soient. Sur le même sujet, l'entreprise d'architecture Roth & Sons a écrit « Le bâtiment ainsi construit est 16 fois plus solide qu'une structure conventionnelle. Les treillis Virendil sont tellement efficaces, d'après les calculs des ingénieurs, que même si toutes les colonnes sur le côté d'une tour étaient sectionnées, ainsi que les deux angles et plusieurs colonnes sur les côtés adjacents, la tour serait encore suffisamment solide pour résister à des vents de 160 km/h. John Skilling, l'ingénieur en structure qui a conçu les tours jumelles, a déclaré « Les charges réelles sur ces colonnes périphériques peuvent être augmentées de 2000% avant qu'une défaillance n'intervienne. » En particulier, les tours jumelles ont été conçues pour résister à l'impact d'un gros avion de ligne volant à 950 km/h et rester quand même debout, cela grâce au mécanisme de redistribution des charges que permet cette structure. Interrogé en 1993 par le Seattle Times, John Skilling a affirmé « Nous avons examiné toutes les hypothèses imaginables sur ce qui pouvait arriver au bâtiment, jusqu'à celle d'un avion frappant un de ses côtés. Notre analyse a montré que le plus gros problème serait le carburant de l'avion qui s'écoulerait dans le bâtiment. Cela provoquerait un incendie épouvantable, beaucoup de gens seraient tués, mais la structure du bâtiment resterait en place. » Et c'est ce qui s'est passé. Après les impacts, les deux tours sont restées debout, ne montrant aucun effet majeur sur leur stabilité. De plus, le NIST a confirmé que les incendies de kérosène initiaux n'ont duré que quelques minutes tout au plus. Cela signifie qu'à partir de ce moment-là, les seules sources de combustible pour les incendies étaient les meubles et les équipements de bureau ordinaires. Et comme nous le savons, les incendies de bureau ne dégagent pas assez de chaleur pour affecter la stabilité d'une structure en acier. No steel frame high-rise building has ever collapsed due to fire. In over 20 years, I have not seen, until recently, a protected steel structure that has collapsed in a fire. These kinds of designs have performed extraordinarily well over history. In fact, until this occurrence, no building had fallen down because of fire. En outre, le NIST a estimé que la quantité de matériaux combustibles était inférieure à celle trouvée lors d'études précédentes d'espaces de bureau. Le nombre de murs intérieurs et la faible quantité de décors combustibles d'étagères représentant la majeure partie de la différence. Il n'y avait alors aucune raison pour que les tours s'effondrent.
Avec une structure qui avait clairement résisté aux impacts et un volume d'équipement de bureaux inférieur à la moyenne pour alimenter les incendies, les deux édifices auraient dû rester debout et permettre l'évacuation et le sauvetage de tous ceux qui avaient survécu à l'impact initial et aux incendies. Mais les deux édifices se sont soudainement effondrés en totalité, l'un seulement 56 minutes après l'impact de l'avion, l'autre 1 heure et 42 minutes après l'impact. Pourquoi ? Il y aurait eu une commission indépendante créée pour enquêter suite aux événements tragiques, mais cette organisation n'aurait pas fait d'enquête sur la manière étrange que les deux tours se seraient complètement effondrées comme ça, comme si que c'était de la poussière, là, carrément. Il y a deux choses qui étaient impossibles pendant l'effondrement de ces deux tours-là. C'est que ça aurait pris quelque chose pour déclencher l'effondrement, premièrement. Puis on peut pas vraiment déterminer qu'est-ce qui a causé la rupture, qu'est-ce qui a amorcé la descente de la structure. Ensuite, cette descente-là aurait dû être interrompue de la manière que la structure est faite elle-même. Mais là, c'est carrément comme si ça serait un bloc qui serait tombé en chute libre. On va aller voir ça. Structural engineers do this every day. This is not rocket science. You have the known weight of this building mass. You have what are known columns below it in order to resist it. You let it go in your models and you calculate what the resistance is. Why didn't they do it? Could it be because they knew darn well that it would not have collapsed at all? The top section, pushing on the bottom section, it's going to meet equal forces as it goes. Both sections are going to be demolished at the same rate. So by the time you've crushed up 15 stories below it, the top 15 stories are also going to be crushed. And so there's nothing left now to crush the rest of the building. Nous aurions dû assister à quelque chose comme ça lorsque la partie supérieure des tours s'est effondrée sur la partie inférieure. Les parties supérieures et inférieures auraient dû se détruire mutuellement jusqu'à ce que l'énergie se dissipe et que le système atteigne un nouvel équilibre et se mette au repos. Ce qui ne pouvait pas se produire, c'est ceci. A little tiny chunk of the building can't possibly fall and crush the entire structure below it. C'est un concept si simple et fondamental que les représentants de l'association des architectes et ingénieurs ont été stupéfaits de le voir totalement ignoré par le NIST. This is high school physics, and our whole society is being led to believe that these fundamental laws of physics, hard science, don't apply. Revenons à présent aux tours jumelles et posons-nous une simple question. Si nous supposons que la partie supérieure gauche possède suffisamment d'énergie potentielle pour détruire le reste de la tour, et si nous considérons que nous libérons les deux blocs supérieurs au même moment, lequel atteindra le sol en premier? Le second, bien sûr, puisqu'il ne rencontre aucun obstacle sur son passage. Le bloc de droite va accélérer rapidement sous l'effet de la gravité et maintenir cette accélération jusqu'au sol. Le bloc de gauche, quant à lui, est obligé d'utiliser une partie de son énergie potentielle pour détruire la structure en dessous de lui, et ne peut donc pas maintenir l'accélération de la chute libre. Dans le cas des tours jumelles, les deux parties supérieures ont pourtant atteint une accélération proche de celle de la chute libre, comme si leur chemin avait été libéré de tout obstacle. Il a fallu entre 10 et 12 secondes à chacune des deux tours pour s'effondrer au sol, alors qu'une chute libre aurait nécessité 9,2 secondes. En d'autres termes, les deux sections supérieures des tours ont trouvé assez d'énergie pour détruire 80 000 tonnes de structures intactes, tandis qu'elles s'effondraient pratiquement en chute libre. Comme nous l'avons démontré, c'est absolument impossible par la seule force de la gravité. La loi de conservation de l'impulsion ne le permet pas. A building cannot do free fall with a huge steel structural system in place to support it. The Twin Towers could not have come straight down through the resistance of 80,000 tons of structural steel at the speed of practically free fall. That just would not happen. If in fact it actually hit and made an impact, it was effectively crushing anything, pushing hard on this core structure below it, the core structure is going to push back equally hard. And that's what's going to cause the top section of the building to slow down. As energy is drained away from the system to deform those members, it would slow down the descending mass and cause a descent at less than free fall speed. Il n'y a qu'une seule solution pour que ces bâtiments s'effondrent comme ils l'ont fait. The buildings fall at a speed which
can only occur if the structure has been removed, the vertical structure. Ce même Cheyenne Sunder du NIST a reconnu que la chute libre ne pouvait se produire qu'en l'absence de structures porteuses sous-jacentes. Free fall time would be an object that has no structural components below it. Mais qu'est-ce qui a bien pu supprimer la structure porteuse en dessous, puisque la section qui tombait n'avait pas suffisamment d'énergie pour le faire? The fact that it's coming down at free fall says all of the energy is being used to just make it go straight down, which means it's coming down through itself and not breaking up the building as it goes. Something else has to be clearing the way. Il n'y a qu'une seule méthode connue pour atteindre une telle accélération en même temps qu'on supprime la structure porteuse. A building cannot do free fall without it being blown up. That's the only way it could come down at free fall. The only way that a building can accelerate as it collapses is by having pre-engineered, precisely timed and precisely placed explosives. In other words, controlled demolition. Donc, il y aurait une explication technique pour le début de l'effondrement qui fait pas vraiment de sens. C'est un peu une histoire abracadabrante. Mais pour le reste de l'effondrement, il n'y a aucune explication des débunkers. Aussi, il n'y a eu aucune enquête sur ces deux détails majeurs là. L'association a conclu qu'il n'y avait pas besoin de faire d'enquête puisqu'on voyait sur les vidéos qu'elles s'étaient effondrées. Cet effondrement-là, elle viole deux lois de la physique essentielle. La première est la troisième loi de Newton. Pour toute action, il y a une force de réaction. Puis la deuxième loi est sur la conservation de l'impulsion qui démontre que la vitesse auquel les tours jumelles s'effondrent est proche de la chute libre. On arrive forcément à l'hypothèse d'une démolition contrôlée. Il y aurait eu des travaux au cœur même de la structure à l'intérieur des cages d'ascenseur dans les mois qui ont précédé les événements, qui avaient accès aux parties essentielles du bâtiment. Ensuite, il y a des témoignages qui racontaient des bruits vraiment énormes, des vibrations, des tremblements, des bruits, des gros bruits à des étages qui étaient condamnés. Il y avait des chiens renifleurs d'explosifs qui étaient là depuis 1993. Eux, ils ont été retirés le 6 septembre, sans motif apparent et toujours pas expliqué à ce jour. Le week-end qui a précédé le 11 septembre, il y a eu une panne de courant généralisée dans les bâtiments. Pour la première fois en 30 ans, les systèmes de sécurité ont été coupés en même temps pour une durée de pas loin de 36 heures. Il y aurait même des témoignages qui affirment avoir entendu des explosions même avant l'arrivée des deux avions et même dans les étages inférieurs. Les débunkers nous expliquent que c'est le kérosène. Là, c'est drôle, le kérosène, là, ils servent de tout. Ils s'en servent pour démontrer tout, là. La séparation, le kérosène, là, les débunkers ils l'ont utilisé pour à peu près la moitié des arguments. Là, ça fait le tour du film au complet de 5 heures. Là, ils disent qu'il y a eu des fuites de kérosène qui ont coulé jusque dans les étages inférieurs par les cages d'ascenseur. On va aller voir ça. En fait, la plupart des explosions ont été signalées par des pompiers ou des policiers. Mais personne ne sait mieux qu'eux reconnaître une explosion dans un immeuble en feu. New York's bravest never had a chance. We really never even got that close to the building. An explosion blew and it knocked everybody over. The whole time you're hearing boom, 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 boom. So I think I know an explosion when I hear it. En août 2005, le New York Times a publié 12 000 pages de témoignages enregistrés de 503 pompiers et secouristes présents au World Trade Center le 11 septembre. Plus de 100 d'entre eux, soit 1 sur 5, a affirmé avoir entendu des explosions dans les tours avant ou pendant leur effondrement. D'après plusieurs témoins, il y a eu une explosion secondaire dans le sous-sol de la tour nord juste avant l'impact du premier avion. At 8:30, he says he was headed to level B4 in Tower 1, 4 stories below ground. I go downstairs, the foreman tells me to go to remove the containers. As I'm walking by the main freight car of the building, in the corridor,
It's when I got blown. I mean, the impact of the explosion, of whatever happened, it threw me to the floor. Morelli se souvient ensuite d'une seconde explosion distincte de la première. I was racing, I was going towards a bathroom. All of a sudden, I opened the door, I didn't know it was a bathroom, and all of a sudden a big impact happened again. And all the ceiling tile was falling down, the light fixtures were falling. Le pompier John Schroeder montait les escaliers de la tour nord lorsqu'il a ressenti l'énorme explosion venant d'en bas. We were heading up to the 24th floor of the stairwell, and all of a sudden our building got rocked. We got bounced around in the stairwell like pinballs, man. And we just said, you know what? Time to go. We came down, it looked like a bomb went off in the lobby. Everything was exploded, everything was gone. We're like, what is going on here? For every window in the lobby to be exploded. I mean, them windows were like as thick as forget it. They were 2-3 inch glasses, you know, come on. They exploded out of the lobby. You know, something, it wasn't from the jet fuel. No way. Below the fire, I saw from the corner, boom, 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 boom. Just like 20 straight hits. Just detonated. They were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. So it was like boom, 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 boom. From far away, boom, boom. And you heard the boom, 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 boom. Dans ce reportage d'ABC, l'explosion initiale est parfaitement audible. Écoutez après les mots FBI agent. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. Le son de l'explosion est plus facile à distinguer si l'on sépare la piste stéréo du micro de celle de la caméra. Here, the police officers, FBI agents. Here, the police officers, FBI agents. Cette vidéo a été prise entre 10h et 11h après la chute de la première tour. L'explosion provient de la direction du bâtiment 7. En fait, une énorme explosion a été signalée dans le bâtiment 7 avant sa chute. Donc Massimo nous explique que quand on coupe la forme en forme de 45 degrés, c'est ça qui fait en sorte que la structure elle glisse. Sinon, elle risquerait de juste comme s'accoter. Si on écoute la bande sonore originale puis qui a été amplifiée, on peut entendre deux explosions distinctes, même une avant qu'il y ait eu les avions. Pour le bâtiment 7, il y a même eu à CNN le son des explosions, puis il n'y a pas eu d'avion. Donc c'est très dur pour les debunkers de camoufler qu'il n'y a pas eu de son d'explosion, de détonation. C'est des bombes, c'est dur à cacher, tu sais. Puis il y a beaucoup de témoins là, qui décrivent là, les explosions successives quand on voit la tour s'effondrer. Il y a beaucoup de témoins qui décrivent là, boum, 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 boum. Tu sais, c'est même quand on le voit sur la vidéo là, les strates qui s'effondrent une par une. Là. Il y a même le New York Times qui a publié des témoignages des policiers, des pompiers, des secouristes qu'eux, ils ont entendu des explosions. Il y aurait eu en tout 58 témoignages de secouristes, de pompiers ou de policiers au total. Il y aurait même un témoin qui aurait entendu un compte à rebours avant l'effondrement du bâtiment numéro 7. Le témoin raconte qu'il y avait quelqu'un avec un radio qui disait « Partez, partez tout le monde, il va y avoir une explosion, 10, 9, 5. » Ensuite, dans le film, on explique les grosses projections de masse qui sortent du bâtiment, avec les fenêtres qui éclatent. Puis les debunkers, eux, sont vraiment stupides. Là. Ils expliquent que c'est la pression à l'intérieur qui fait en sorte que... Mais quand on se sert un peu de notre logique, on voit les vitres éclater comme ça, écoute, j'ai même pas besoin d'aller plus loin que ça. Les éjections se produisent lors de démolitions contrôlées, lorsque le béton est expulsé de force par les explosions qui se produisent à l'intérieur d'un bâtiment. The individual explosions that I noticed 20 and 30 and 40 stories below the collapsing structure, those are what we demolitions guys call squibs.
And that's another characteristic that seems to be evident. La force des explosions fut telle qu'elles projetèrent des panneaux entiers de la structure extérieure depuis toutes les faces des tours. The spread of debris in a large radius around each tower. What we see is an outward explosion of material beyond the perimeters of each footprint. La FEMA a délimité une zone de 500 mètres autour des tours où des morceaux massifs des bâtiments ont été retrouvés. Cela signifie que des parties de la structure ont été projetées à une distance 2 fois plus grande que la largeur des tours elles-mêmes. Large multi-ton beams were hurled hundreds of yards laterally. Gravity works vertically, not laterally. De nombreux éléments de structures massifs se sont plantés dans les immeubles alentours. David Chandler, de l'Association des architectes et ingénieurs, a calculé l'énergie nécessaire pour projeter certains de ces débris de structures massifs à une telle distance des bâtiments. Using special software, we can analyze motion on video clips frame by frame. I have placed markers on each frame so we can track a particular projectile. From the markers, we can get a data table and plot various graphs. The data here shows that the object we were tracking was shot horizontally at over 70 miles per hour. The energy needed to hurl a 4-ton girder at this speed is comparable to the energy needed to hurl a 200-pound cannonball 3 miles. Une fois les fumées dissipées et le travail de déblaiement entamé, d'autres indices de démolition contrôlée sont apparus. Parmi ces indices, il y a par exemple les colonnes principales coupées à 45 degrés qui dépassaient des débris. Ce type de découpage est caractéristique d'une démolition contrôlée et s'obtient en plaçant des charges linéaires selon un angle de 45 degrés sur les colonnes. This is a linear shaped charge and it's wired in with the dynamite. When it cuts, it'll cut this column right on this angle, and then this piece will be deflected and displaced in that direction. Certaines découpes effectuées sur les plus grosses portions de la structure appelées chandeliers ont été réalisées par des ferronniers pendant les opérations de déblaiement. Mais les colonnes sectionnées ont été remarquées le soir même du 11 septembre, bien avant les opérations de déblaiement. You know, this is the first day in a pile. You know, actually, it was on the 11th. It was 8 o'clock at night, and we had a hunt for iron workers. But meanwhile, there was tons and tons of beams that were cut, with no acetylene to be had, nor iron workers to do the work. It's just physically not possible to cut that much steel in that amount of time, especially with no one to operate the equipment. It just didn't add up. Interrogé sur ce point, le plus grand expert italien en démolition contrôlée, Danilo Coppe, a déclaré « Je dois avouer que d'un point de vue technique, c'est extrêmement curieux. Tout cela ressemble aux résultats obtenus avec des charges linéaires de découpe. » Un autre type de découpe, couramment utilisé dans les démolitions contrôlées, est la coupe en V. This little V here gives it a place to slide off. That's all it does. And by putting them on at this diagonal, we're trying to fill this structure in this direction. Une grande coupe en V est visible sur ce morceau de structure du bâtiment 7. Le même morceau présente aussi des coupes en diagonale au niveau des croisements de poutres et une coupe en V plus discrète au bout de l'autre poutre. Le problème avec le 11 septembre, c'est que les gens voulaient vraiment y croire que c'était pas les Américains qui auraient fait ça. Tu sais, comment les Américains auraient pu s'infliger un attentat aussi terrible à soi-même. Tu sais, c'était... Puis on le disait déjà en direct à la télévision, regardez la deuxième avion. Qui a pas vu, qui s'est pas dit qu'après la deuxième avion que c'était un attentat, que c'était pas un attentat. Donc, pour le 11 septembre, c'est pas un problème technique, c'est un problème psychologique, parce que si tu veux le voir, là, c'est vraiment facile, là. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à accepter un mensonge aussi gros que ça. Alors, les simples explications des debunkers, ça va les satisfaire immédiatement. Ils n'iront même pas chercher plus loin, ça va leur faire du bien. Donc, de se faire dire que c'était de la pression qui a fait éclater les vitres, eux, c'est correct. On peut facilement dire que ça vient des explosions parce qu'il y a des débris qui ont même été projetés tellement fort qu'ils se sont encastrés dans des buildings alentours. On a vu dans la vidéo où on expliquait la structure que la partie autour du cœur est retenue en fait
avec les poutres, mais aussi avec le chapeau sur le toit des tours. Donc, ces chapeaux-là, on aurait dû retrouver des morceaux, là, mais pourtant, ils étaient complètement pulvérisés. Là. C'est en fait la dernière partie qui a tombé. Donc, on aurait dû la retrouver pratiquement intacte là, au sol. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui a détruit la structure au top pour qu'elle se détruise au complet comme ça pendant l'effondrement. Ensuite, dans le film, il y a un chapitre entier qui parle des températures incroyables qui ont été retrouvées sur le plancher, là, par-dessus les gravats au sol. Là. Les policiers avaient les bottes qui fondaient. Ils décrivaient ça comme des feux de l'enfer, des températures incroyables qui ont duré jusqu'au mois de novembre. C'est comme une espèce de fond volcanique qui aurait resté là. Le docteur Abolhassan Astaneh, professeur d'ingénierie en génie civil à l'université de Berkeley, a examiné les restes des tours jumelles. Il a déclaré « J'ai vu des poutrelles fondues au World Trade Center. Si vous vous souvenez des peintures de Salvatore Dali avec les montres ramollies, ça y ressemblait. Cela ne peut se produire que si vous portez l'acier à environ 1100 degrés quand il devient jaune, voire blanc incandescent. » La voix qui fait sans doute le plus autorité dans ces témoignages est celle de Leslie Robertson, l'ingénieur qui a construit les tours jumelles. Encore une fois, ignorer tous ces témoignages ne signifie pas avoir réfuté la présence de métal fondu sous les ruines. Cela signifie simplement faire la sourde oreille face à la situation telle qu'elle se présentait à Ground Zero après la chute des tours jumelles. Dans un hangar de Kennedy Airport, un autre vestige atteste de l'extrême chaleur atteinte pendant les effondrements. This formation is really 4 separate stories of the World Trade Center, compressed, compacted, incinerated, exposed to temperatures as hot as the inner Earth. I never knew this existed. Un autre vestige, surnommé la météorite, contient un mélange d'acier fondu et de béton fondu. One of the more unusual artifacts to emerge from the rubble is this rock-like object that has come to be known as the meteorite. It's this fused element of steel, molten steel and concrete and all of these things all fused by the heat into one single element. Comme nous le savons, pour faire fondre du béton, il faut atteindre une température de plusieurs milliers de degrés. Et le résultat obtenu ressemble à la lave qui sort des volcans. And almost like a chunk of lava from Kilauea or Iceland, where they're very sharp but breakable shards on the end here. Le kérosène ne peut pas atteindre une température de 1000 degrés, même quand il brûle de toutes les façons imaginables. Même quand il y a le feu, après, il arrive jusqu'à 800 degrés maximum. Il y aurait eu des températures à la base qui auraient atteint jusqu'à 2000 degrés. Il n'y a absolument rien des debunkers qui puissent expliquer ça. Puis ça aurait duré même jusqu'à 3 mois. On pouvait voir des images du mois de décembre où on voyait de la fumée, de la vapeur sortir là, des débris. T'sais, 3 mois après, là, c'était pas l'incident de Tchernobyl. Là. 6 semaines plus tard, les pompiers ne pouvaient pas encore aller dans le sous-sol du bâtiment. Donc, c'est pas le kérosène qui peut faire ça. La majorité du kérosène a brûlé à l'impact, puis le restant... pas longtemps après. Là. Il y a même les constructeurs du bâtiment qui ont vu c'était des mares d'acier fondu, des bains d'acier fondu. Tu peux pas faire ça avec du kérosène. Donc, suite à ça, il n'y a eu pratiquement aucun objet reconnaissable qui a pu être retrouvé dans les débris, à part les poutrelles, des objets vraiment gros, mais tous les claviers d'ordinateur, les bureaux, même les restants des corps. 3 mois plus tard, là, on découvrait des morceaux d'ADN à peine là, dans les débris.
Il y a eu 3000 morts pendant cet accident-là. Et puis, il y a presque la moitié des victimes qu'on n'a même pas retrouvé un morceau assez gros pour pouvoir analyser leur ADN. Victims completely unaccounted for. In other words, no pieces large enough to gain any DNA from, vaporized. Can fire and a gravitational collapse account for this massive pulverization of people? Cette carte, établie par les pompiers de New York, montre les endroits où des restes humains ont été retrouvés. Les cercles en jaune représentent ceux des civils, les triangles rouges ceux des pompiers. La distance à laquelle certains restes ont été retrouvés demeure inexplicable par la seule force de la chute gravitationnelle. En fait, des fragments de corps humains ont continué de refaire surface à Ground Zero plusieurs années après, pendant les travaux de reconstruction. Human remains were found at the World Trade Center site on Wednesday. Crews made the discovery at 11 Water Street. Another 4 possible remains were found at the Whole Road excavation site. The ME is also investigating other remains that were found about 2 weeks ago on the roof of 90 West Street. Construction workers found 9 pieces of bone and tissue on a 20th floor scaffolding on this building on West Street. Workers have found 65 potential human remains at the World Trade Center site over the last couple of days. The medical examiner's office says they were recovered from the Liberty Street section of the site. Puis, en 2006, des ouvriers firent une découverte incroyable. Demolition workers found 74 new bone fragments on the roof of the Deutsche Bank building over the weekend. That's the most found since the end of major recovery operations at the site. Le nombre de fragments trouvés sur le toit de la Deutsche Bank ne cessa d'augmenter chaque jour. Crews continue to find human bone fragments on the roof of the Deutsche Bank building next to the Trade Center site. The medical examiner's office says 142 fragments were found, bringing to 598 the total number of fragments found in the building. Finalement, plus de 700 fragments d'os furent récupérés sur le toit de la Deutsche Bank. USA Today écrivit « Les fragments d'os sont minuscules, certains ont la taille d'une punaise. » Certains des bunkers ont suggéré que ces fragments d'os pouvaient avoir atteint le toit de la Deutsche Bank suite à l'impact du vol 11 lorsque les débris ont été expulsés de l'autre côté de la tour vers le sud. Mais au moment de l'impact, la vue vers la Deutsche Bank était occultée par la tour sud, et il n'y avait pas de trajectoire directe entre le trou d'éjection des débris du vol 11 dans la tour nord et la Deutsche Bank. De plus, comme le montre cette carte, les fragments d'os retrouvés sur le toit appartenaient aussi à des pompiers, qui bien sûr n'étaient pas là au moment du crash du vol 11. Tu sais, normalement, un effondrement naturel, tu trouves tous les corps, là. Tu sais, il n'y a pas une éruption volcanique en même temps qui se produit, là. Donc maintenant, on va toucher le fond du baril avec le fameux bâtiment numéro 7. Donc le bâtiment numéro 7 qui appartient aussi à Larry Silverstein, le propriétaire des 2 tours jumelles. On a découvert un nouveau type d'effondrement causé par un incendie. Donc le bâtiment numéro 7, en fait, c'est la preuve irréfutable là, que c'est un complot. Il s'est effondré en moins de 6 secondes, parfaitement symétriquement. Et puis, on voit un petit peu d'incendie, mais il n'y a même pas d'avion qui a touché celui-là. Il n'y a rien qui aurait pu causer ça. Contrairement aux tours jumelles, le bâtiment 7 n'avait pas été percuté par un avion. Il n'était que très peu endommagé par les débris de la tour nord, et les incendies étaient tout sauf dévastateurs. Rien ne pouvait laisser prévoir son effondrement. De plus, l'effondrement ressemblait à s'y méprendre à une démolition contrôlée, avec son déclenchement parfait, son accélération rapide vers le sol, la chute symétrique de sa structure et même son déclenchement par la base, comme la plupart des démolitions contrôlées. Des professionnels de la démolition contrôlée qui ont donné leur avis, comme le Hollandais Danny Jowenko, semblent certains de ce qui s'est passé. Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. We weten heel goed wat ze doen, die jongens. Zie je vanaf boven gaan? Nee, je gaat vanaf onder. Die gaat vanaf onder, ja. Toch? Ja. Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Er is nagesprongen. Telling us is that our existing building codes, to which thousands of skyscrapers are currently designed, there's a serious problem. Si les conclusions du NIST étaient fondées, des centaines de gratte-ciels dans le monde auraient subitement été à risque. Un incendie pouvait menacer leur intégrité. Tous les chantiers en cours auraient dû être stoppés et expertisés. Les codes et règlements de sécurité auraient dû être révisés en profondeur pour toutes les constructions futures.
Rien de tout ceci ne s'est produit. Les gratte-ciel en acier ont continué d'être construits de la même façon, ceux qui ont subi un incendie, même un brasier infernal, sont restés debout, et seules des mesures mineures en matière de sécurité incendie ont été mises en place. Rien concernant la structure même des bâtiments de grande hauteur en acier. On peut également noter que le rapport du NIST sur le bâtiment 7 n'a jamais été publié dans une revue à comité de lecture. Cela signifie que leur analyse de l'effondrement n'est pas valide d'un strict point de vue scientifique. Science is never secret when it's done right. Science isn't science unless it's published, unless it's openly published and made available for criticism. L'association Architectes et Ingénieurs a demandé au NIST de pouvoir au moins vérifier le modèle informatique sur lequel repose leur théorie. Mais une nouvelle fois, le NIST a refusé de publier ces données. Structural engineers rail against NIST because they refuse to show the visualization. It's a black box. You cannot download any of this data. Cela signifie que nous devons également croire le NIST sur parole quant à la pertinence de son modèle informatique. Here's our structural model showing the building collapsing, which matches quite well with the video of the event. Voici la vidéo de l'événement. À droite, l'une des deux simulations graphiques de l'effondrement publiées par le NIST. When you observe the footage of how the building failed and when you look at the animation of the failure and compare that to what you actually observe in reality, I think they disprove their own theories. It is impossible for it to fail the way they said. La seconde animation publiée par le NIST est encore plus éloignée de l'événement réel. Alors que sur l'animation, on voit un repli important des façades sur elles-mêmes au sommet de la structure, les vidéos montrent au contraire que la totalité de la partie supérieure du bâtiment est restée parfaitement intacte durant toute sa chute visible. Et ceci se vérifie quel que soit l'angle filmé. Si c'est cela que le NIST considère comme une bonne simulation, alors qu'en est-il de la fiabilité de l'ensemble de son rapport? Donc, il y a une seule façon qu'un bâtiment s'effondre aussi rapidement, c'est que toutes les colonnes soient détruites en même temps. Puis une seule façon de faire ça, c'est avec une démolition contrôlée. Dans les tours jumelles, il y a une différence de 1 à 2 secondes entre la vitesse de la chute et la vitesse de la chute libre. Mais dans le cas du bâtiment numéro 7, il n'y a aucune différence entre la vitesse de la chute libre et l'effondrement du bâtiment. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'effondrement d'une structure d'acier suite à un incendie est considéré comme absolument impossible dans le monde de l'architecture. Steel structural frame buildings, high-rise buildings, simply do not collapse due to fire. We've never had a steel-framed skyscraper collapse in the United States or internationally. No high-rise steel structure has ever been destroyed by a fire in the history of construction. En conséquence, si le bâtiment 7 s'était vraiment effondré à cause des incendies, personne n'aurait pu être en mesure de le prévoir. Tout le monde aurait dû être pris par surprise. Au lieu de cela, des dizaines de policiers, de pompiers et de touristes ont été avertis de l'imminence de son effondrement, parfois même jusqu'à 5 heures à l'avance. All I can attest to is that by noon or 1 o'clock, they told us we had to move from that triage site up to Pace University, a little further away, because Building 7 was going to come down or being brought down. Did they actually use the word brought down, and who was it that was telling you this? The fire department, and they did use the word, we're going to have to bring it down. Les pompiers ont eux aussi été prévenus de l'imminence de son effondrement. Le sapeur-pompier Hollowag déclare: on a patienté jusqu'à l'effondrement du bâtiment 7. Monsieur Sweeney, également sapeur-pompier, déclare: on est resté là en attendant la chute du bâtiment 7. Vers 16h, CNN avait déjà relayé la rumeur et l'a diffusée dans le monde entier. We are getting information now that one of the other buildings, Building 7, in the World Trade Center complex is on fire and has either collapsed or is collapsing. À 17h, la BBC annonça que le bâtiment 7 s'était effondré, même si on pouvait toujours le voir à l'arrière-plan. Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? As you can see behind me. À 17h, le bâtiment 7 est nettement visible sur la droite de l'image, mais la correspondante de la BBC, qui de toute évidence connaissait mal le quartier, ne l'a pas reconnu. Cette situation a donné lieu à des théories ridicules accusant les médias grand public d'avoir été informés à l'avance des événements du 11 septembre. En vérité, cet incident ne fait que confirmer que l'annonce de l'imminence de l'effondrement du bâtiment 7 circulait dans le quartier sud de Manhattan depuis assez longtemps pour avoir atteint la BBC avant même qu'il ne se produise. À peu près au même moment, lorsque CNN enregistrait des explosions à proximité du bâtiment 7, elle capturait également les échanges entre les policiers qui sécurisaient la zone et qui annonçaient l'effondrement.
Keep your eye on that building as they coming down. Building is about to blow up. Moving back. Back here. All right, guys. Sorry. We are looking back. There's a building about to blow up. Voici le témoignage d'un infirmier qui a assisté à l'effondrement. You know, we heard this sound that sounded like a clap of thunder. Turned around, we were shocked to see that the building was, well, it looked like there was a shock wave ripping through the building, and the windows all busted out, and, you know, it was horrifying. And then, you know, about a second later, the bottom floor caves out, and the building followed after that, and we saw the building crash down all the way to the ground. Il y a même une personne qui a entendu le compte à rebours juste avant l'effondrement du bâtiment. Le secouriste Kevin McPadden se tenait près du bâtiment 7 et attendait les ordres d'un responsable de la Croix-Rouge. You know, he kept asking the Red Cross rep, what's going on? What's going on? And all the time he had his hand over the radio while he was getting a countdown. And then he's just like, at the last 3 seconds, he takes his hand off and you hear 3, 2, 1. And he had this like heartbroken face. He's just like, just run for your life. It was about a second or two after the countdown ended that you started hearing the explosions. Explosions. Now, we're talking about bombs. Because, you know, you get that like, bam! You know, there's like a little explosion and then the force. And then boom, 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 boom. That was the building coming down. J'ai moi-même eu une expérience personnelle au sein de la corruption. Avant, j'étais un inspecteur en soudage. On appelait ça un inspecteur en soudage, mais j'étais un technicien en essais non destructifs. Donc, je faisais des tests pour déterminer si les soudures avaient des défauts ou non. Ensuite, on interprétait ces défauts-là s'ils étaient acceptables ou rejetables. J'ai été témoin de plusieurs falsifications de rapports. Puis tu sais, moi, je n'étais qu'un simple technicien sur le terrain qui travaillait pour une compagnie de consultants en inspection. On peut dire que c'est à petite échelle, mais on avait quand même des gros clients comme SNC-Lavalin. Par exemple, moi, j'allais faire des radiographies de soudure. Ensuite, je constatais que c'était plein de marde, comme on disait, plein de défauts. Puis je constatais ensuite qu'on ignorait tout simplement ce rapport-là que j'avais fait, qu'on renvoyait une autre personne comme si c'était la première fois qu'elle allait inspecter. Ça, c'était une pratique très, très, très répandue dans ce milieu-là. Si moi j'ai été témoin de ça, je pense qu'il y a des complots beaucoup plus gros qui se passent au-dessus de nous autres. Puis regardez, moi, je suis au courant de ça, puis j'ai pas dénoncé ma compagnie. J'en ai rien à faire de dénoncer. Moi, ça m'apportera rien de faire ça. J'ai d'autres combats plus importants. Mais bref, c'est une expérience que je trouve intéressante à vous partager. Suite à ça, je vous inviterai à aller voir des émissions où on voit les démolitions contrôlées. La complexité que ça demande, de coordonner parce que c'est une série d'explosions, pas toutes en même temps normalement, surtout dans des bâtiments plus complexes. C'est très, très technique, là, et très intéressant aussi à voir. Donc, ça démontre qu'on ne peut pas, avec une seule action, faire même une seule bombe pour faire effondrer un bâtiment. Donc, à ce moment-là, vous allez me dire, ben pourtant, on a les vidéos des avions qu'on voit, mais ça, j'entrerai pas trop dans ces détails-là, mais en fait, ça aurait été des avions, des jets téléguidés qui auraient, avec des charges explosives ou non à l'intérieur, qui auraient rentré dans les tours. Parce qu'avec la vitesse, c'est seulement des avions militaires qui auraient pu aller à cette vitesse-là. Puis ça expliquerait... puis il y a même beaucoup de témoignages de personnes qui ont dit jamais n'avoir vu d'avion. Ils n'ont pas vu les avions rentrer dans les tours, finalement. En plus de toutes les morts qu'il y a eu pendant l'effondrement et les explosions,
On connaît les dangers de l'amiante. Tous les secouristes qui ont travaillé, il y en a beaucoup qui sont morts dans les années suivantes. Même aujourd'hui, ils ont des problèmes de santé à cause de l'amiante, l'amiantose. Suite à ça, tout le narratif médiatique du terrorisme qui ont été complètement montés à partir de ces événements-là. Aujourd'hui, ce narratif-là, il est plus à jour même. On a arrêté d'utiliser l'argument du terrorisme. Avant le 11 septembre, c'était les armes de destruction massive qu'on faisait référence. Ensuite, ça a été le terrorisme. Maintenant, c'est les complotistes, les dangereux. Donc, souvenez-vous toujours de la phrase du président Hoover qui disait que l'individu se retrouve paralysé lorsqu'il fait face à un complot tellement monstrueux qu'il ne peut croire en son existence. Donc, moi, je rajouterais qu'il n'y a aucune coïncidence. Moi, je ne crois plus aux coïncidences. Puis tout est possible. Il n'y a rien qui ne se peut pas. Fait que j'espère que vous avez aimé mon émission sur le 11 septembre. Ça m'a fait un grand plaisir de vous parler de ce sujet-là. J'espère que ça peut porter quelques personnes à réfléchir. C'est bon de se le rappeler de temps en temps. T'sais, ça fait déjà 20 ans que ça s'est passé, puis on a tendance à l'oublier. T'sais. Donc, si vous voulez me supporter, m'encourager, moi je ne demande pas de dons, mais vous pouvez m'engager pour faire vos projets de vidéos. Je fais des podcasts, des capsules informatives, des vlogs, je peux même faire votre mariage. Donc, moi, je débute dans le milieu, donc il y a moyen de s'arranger ensemble pour un prix assez abordable. Donc, merci d'avoir écouté, puis on se donne rendez-vous à la prochaine émission. Laissons le mot de la fin aux secouristes, qui ont été décimés par centaines après avoir inhalé les poussières toxiques de Ground Zero dans le silence assourdissant des médias. I want to tell you tonight about the people we call heroes and are still in growing numbers living in terrible physical and economic circumstances as they struggle with the carcinogenic effects of the toxic chemical soup Ground Zero became. Can this side of the room, everybody stand up? Everybody on this side, if you're all rescue workers, will be dead in 4 years. Thank you. You'd all be dead in 4 years. That's our statistics. That's what's happening. In 7 years, it doubles. And every time Popular Mechanics calls the people of this movement nuts, these propagandists, professional liars and tools who cannot, even by any stretch of the imagination, be considered journalists, strike another nail into the coffin of another rescue worker. I don't think we're crazy. Conspiracies are only evidence the courts won't hear. We who are still dying from 9/11, who went into the towers and into that pile, now live with those buildings in our lungs and digestive systems and our blood. For myself and far too many of us, research and the effective treatment's going to arrive far too late. I have double metastasizations in both lungs. That's just a reality. We were also killed on 9/11. Avenge us.